Bonsoir, et bienvenue dans l'histoire ennuyeuse. Le principe, vous le connaissez déjà si vous nous suivez. Je vais vous raconter l'histoire avec un tel souci du détail, une telle minutie, un tel refus absolu du rebondissement, que vos paupières n'auront d'autre choix que de capituler, une à une, comme des ballots trop lourds pour continuer d'être portés. Ce soir, la tenue des registres d'un port hanséatique, quelque part sur la côte de la Baltique, au milieu du XIVe siècle. Une existence entièrement consacrée à peser des marchandises, à les compter, et à consigner, très soigneusement, qu'elles ont bien été pesées. Installez-vous, baissez la lumière, vous n'êtes pas obligé d'écouter jusqu'au bout. Personne, à notre connaissance, n'y est jamais parvenu. Commençons, comme toujours, par le commencement, c'est-à-dire par l'aube, et par un homme qu'on appellera maître Winrich, peseur juré du port depuis 17 ans, chargé par le conseil de la ville de tenir la balance publique installée sur le quai principal et de consigner, dans le grand registre municipal, chaque marchandise qui entre ou qui sort par le port, fonction qu'il tient d'une charge achetée à son prédécesseur voici presque 2 décennies et qu'il compte, dit-il, transmettre un jour. Dans le même état de rigueur que je l'ai reçu, pas un grain de plus, pas un grain de moins. Le port, à cette date, accueille en moyenne, selon les décomptes que maître Winrich tient lui-même depuis 17 ans, entre 4 et 7 coques par semaine à la belle saison, ces larges navires ventrus à un seul mât qui font le commerce de toute la mer du Nord et de la Baltique. Chiffre qui tombe à presque rien durant les mois où la glace referme la baie. Période que maître Winrich appelle, sans grande originalité mais avec une certaine constance depuis 17 ans. La saison du registre. Au repos, bien que son propre travail, lui, ne s'arrête jamais tout à fait, l'inventaire des entrepôts continuant quel que soit l'état de la mer. Il faut, avant toute chose, dire un mot de la balance elle-même, car rien de ce port n'existerait, aux yeux de maître Winrich, sans elle. Installée sous un petit toit de bardeaux à l'extrémité du quai principal, à mi-chemin entre la porte de la ville et le premier entrepôt, elle se compose d'un grand fléau de fer forgé suspendu à une potence de chêne, capable de recevoir, sur ses 2 plateaux, jusqu'à 800 livres à la fois, et dont l'étalonnage, vérifié chaque année par le conseil de la ville en présence de 2 échevins et de maître Winrich lui-même, fait l'objet d'un procès-verbal scellé conservé au coffre de l'hôtel de ville, car une balance qui triche, même d'un grain, triche sur toutes les marchandises qui passeront sur elle jusqu'à la prochaine vérification, ce qui n'est rien de moins, si l'on y songe, qu'une forme d'injustice répétée 1000 fois sans qu'on s'en aperçoive. Chaque navire, à son arrivée, doit d'abord se présenter à la capitainerie du port pour y décliner sa provenance, le nom de son patron et la nature générale de sa cargaison, information transmise aussitôt par un jeune clerc à maître Winrich, qui prépare alors, dans son registre, une page vierge réservée à ce seul navire, identifié par son nom, sa date d'arrivée, et un numéro d'ordre qui reprend, chaque année à la Saint-Jean, à partir de 1, disposition qui lui permet, dit-il, de savoir, d'un simple coup d'œil au numéro, si l'on parle d'un navire du début ou de la fin de la saison, sans même avoir besoin de lire la date. Vient ensuite le déchargement proprement dit, opération que maître Winrich supervise en personne depuis un petit tabouret installé au bord du quai, non par simple curiosité mais parce que la règle du port exige que chaque tonneau, chaque balle, chaque caisse soit annoncée à voix haute par le contremaître de déchargement avant même d'être posée sur le pavé. Annonce que maître Winrich confirme d'un signe de tête avant de la reporter dans son registre, méthode qu'il juge indispensable, ayant constaté, dans sa jeunesse alors qu'il n'était encore que clerc auxiliaire, qu'un déchargement non surveillé trouve toujours le moyen de faire disparaître, entre le bateau et l'entrepôt, exactement la marchandise qu'on aurait le moins envie de perdre. Le hareng, à ce propos, occupe une place particulière dans les préoccupations de maître Winrich, tant sa quantité dépasse, la plupart des saisons, celle de toute autre marchandise débarquée. Livré en tonneaux scellés préparés directement sur les lieux de pêche selon une méthode de salage réglementée par la ville elle-même, chaque tonneau doit porter, gravé au fer sur une douve, la marque du saleur qui l'a rempli, marque que maître Winrich vérifie systématiquement contre une liste tenue à jour par la guilde des pêcheurs. Car un rang mal salé se reconnaît à l'œil nu du client final, mais un tonneau mal rempli, lui, ne se découvre qu'au moment où on l'ouvre, et il vaut mieux, pour l'honneur de la ville, le découvrir avant qu'après la vente.
Chaque tonneau de hareng est pesé plein. Puis un échantillon de 3 tonneaux par 100 est ouvert et recompté pièce par un clerc spécialisé qu'on appelle simplement le compteur de hareng. Fonction dont maître Winrich dit, avec un mélange de compassion et de respect professionnel, qu'elle est sans doute la plus ingrate de tout le port. Mais aussi, à mon sens, la plus nécessaire, car un tonneau qui trompe sur le nombre trompe la ville tout entière. Pas seulement l'acheteur du jour. Vient ensuite la cire, marchandise d'une toute autre nature mais dont le suivi n'est guère moins minutieux, arrivé en pain rond de poids variable, chacun pesé individuellement et son poids inscrit sur une étiquette de parchemin attachée par une ficelle. La cire étant, précise maître en solde, non, pardon, maître Winrich, tant les deux hommes, en vérité, se ressembleraient sans doute s'ils venaient à se rencontrer un jour, une marchandise noble, destinée aux plus beaux cierges des plus belles églises, et qui mérite, à ce titre, un compte au moins aussi soigné que celui du hareng, sinon davantage. Les fourrures, ensuite, arrivées le plus souvent par les routes de l'intérieur avant d'être embarquées ici pour leur dernière traversée vers l'ouest, font l'objet d'un classement particulièrement complexe. Petit gris, martre, zibeline, chacune comptée non par poids mais par pièce, en ballots dont le nombre exact est vérifié à l'ouverture par un clerc dédié qui recompte chaque peau une à une. Geste que maître Winrich juge d'une lenteur exaspérante pour qui regarde de loin, mais d'une nécessité absolue pour qui sait qu'une seule peau manquante, sur ce genre de marchandise, représente une perte que le hareng mettrait un tonneau entier à égaler. La laine, le sel, le grain, le vin et l'ambre complète, avec le bois de construction, l'essentiel des marchandises qui transitent par la balance de maître Winrich, chacune consignée dans une colonne distincte de son grand registre. Colonne qu'il a lui-même dessinée voici des années sur un modèle qu'il a ensuite proposé, non sans une certaine fierté, à 2 villes voisines du même comptoir hanséatique, modèle qui a été adopté, avec de menues variations locales, par l'une d'elles au moins. Fait qu'il mentionne rarement mais qu'on sent, chez lui, source d'une satisfaction durable. Le sel, en particulier, mérite une mention à part, tant son transit par le port dépasse, en volume sinon en valeur, presque toute autre marchandise. Arrivé par voie de terre depuis les salines du sud, il est pesé, stocké dans un entrepôt dédié dont l'étanchéité fait l'objet d'une inspection annuelle distincte de toutes les autres. Le sel étant à la fois la marchandise la plus simple à compter et la plus impitoyable envers quiconque néglige un toit qui fuit, puis rechargé, pour une bonne part. Sur les mêmes cogs qui repartent chargés de hareng, dans un balai que maître Winrich connaît par cœur, saison après saison, au point de pouvoir prédire, à quelques tonneaux près, la quantité de sel qui repartira selon celle de hareng arrivée la semaine précédente. Le grain, quant à lui, arrivé principalement de l'arrière-pays par voie fluviale, fait l'objet d'une vérification supplémentaire à laquelle maître Winrich attache une importance particulière. Un test d'humidité, effectué en plongeant la main nue dans chaque sac ouvert au hasard, méthode qu'il tient, comme frère Ambroise le sien pour le lait, de l'expérience seule, aucune instruction écrite ne remplaçant jamais tout à fait ce que la peau apprend avec le temps. Un grain trop humide risquant de germer ou de moisir dans l'entrepôt avant même d'avoir trouvé acheteur, perte que la ville, en dernier ressort, finirait par imputer au registre du peseur s'il ne l'avait pas signalé à temps. Il faut, à ce propos, dire un mot des bâtons de compte, méthode que maître Winrich emploie en complément de son registre, à l'intention des portefeuilles et charretiers du quai, dont beaucoup ne savent pas lire mais dont le travail doit, tout autant que le sien, se compter avec exactitude. Chaque bâton, taillé dans une baguette de bois tendre, reçoit une entaille par charge transportée, puis est fendu dans sa longueur, une moitié remise au portefeuille, l'autre conservée par maître Winrich, de sorte qu'à la fin de la journée les 2 moitiés, rapprochées, doivent présenter des entailles parfaitement alignées, méthode ancienne que le conseil de la ville a envisagée, à 2 reprises déjà, de remplacer par un simple compte écrit, projet auquel maître Winrich s'oppose chaque fois avec une fermeté tranquille. Un bâton fendu ne ment jamais, tandis qu'une plume, à la longue, peut toujours être tentée d'arrondir. Le bois de construction, ensuite, marchandise volumineuse s'il en est, fait l'objet d'un décompte particulier. Poutres, planches et madriers, empilés sur une aire distincte du quai réservé à cet usage, sont comptés non par poids mais par longueur et par section, à l'aide d'une toise de fer marquée de cran que maître Winrich applique lui-même à chaque pièce.
méthode plus lente que la pesée mais jugée seule fiable pour une marchandise, dont la valeur tient tout entière à sa forme, un bois trop court ne valant, pour un charpentier de navire, guère mieux qu'un bois absent. Le vin, arrivé par tonneaux depuis des régions bien plus méridionales, impose quant à lui une vérification particulière à l'arrivée. La mesure du vide laissé dans chaque tonneau par l'évaporation du voyage, ce que maître Winrich appelle, dans son registre, la part perdue en chemin, mesurée à l'aide d'une baguette graduée plongée par la bonde, et consignée avec soin car elle détermine, en partie, le prix final de vente. Un tonneau trop diminué révélant, dit-il, soit une traversée trop longue. Soit une bonde mal fermée, deux explications qui n'intéressent en rien l'acheteur mais qui intéressent, en revanche, considérablement le marchand qui devra s'en expliquer. Le péage du port, ensuite, sujet aussi ennuyeux qu'inévitable. Chaque navire, en plus du droit d'ancrage réglé à la capitainerie, doit s'acquitter d'une taxe calculée sur la valeur estimée de sa cargaison, taxe que maître Winrich lui-même établit, en collaboration avec un clerc de la trésorerie municipale, selon un barème révisé chaque année par le Conseil et qui distingue plusieurs dizaines de catégories de marchandises, chacune taxée à un taux différent, distinction dont l'origine, remontant à plusieurs générations d'échevins, échappe aujourd'hui à peu près à tout le monde sauf, précisément, à maître Winrich, qui la connaît, dit-on, mieux que son propre catéchisme, ce qu'il regrette parfois publiquement mais jamais, en pratique, au point d'y remédier. Les marques de tonneaux et les seaux de plomb. À présent, sujet auquel maître Winrich pourrait, si on le laissait faire, consacrer une nuit entière à lui seul. Chaque tonneau vérifié et taxé reçoit, apposé au moyen d'une pince spéciale conservée sous clé dans son propre coffre, un petit seau de plomb frappé aux armes de la ville, preuve que la marchandise a bien été pesée et taxée, seau sans lequel aucun marchand ne saurait légalement revendre son bien plus loin dans le réseau des villes hanséatiques, système dont l'efficacité repose entièrement, note maître Winrich, sur la confiance que les autres villes accordent à mon seul petit geste de pince. Ce qui, quand on y songe posément, est une responsabilité considérable pour un geste qui prend, en tout et pour tout, moins de temps qu'un Ave Maria. Vient ensuite la question des entrepôts, dont le port compte 7, répartis le long du quai et numérotés selon un ordre que maître Winrich a lui-même établi voici des années, chacun spécialisé dans un type de marchandise pour éviter, explique-t-il, que l'odeur du hareng ne vienne gâter la cire, ou que l'humidité du sel ne vienne gâter le grain, chaque denrée ayant ses voisines tolérables et ses voisines funestes. L'attribution d'un lot à tel ou tel entrepôt, ainsi que son numéro d'emplacement précis à l'intérieur de celui-ci, figure dans une colonne à part de son registre, sans laquelle, avoue-t-il, je ne saurais retrouver, 3 semaines plus tard, un seul tonneau parmi les centaines que compte alors chaque entrepôt. Les entrepôts eux-mêmes sont visités chaque semaine par maître Winrich en personne, qui vérifie non le contenu de chaque lot, tâche qui prendrait des jours entiers, mais l'état général des bâtiments, toitures, portes, serrures, et surtout la présence éventuelle de rats, fléau contre lequel la ville entretient, comme l'abbaye de tout à l'heure, une poignée de chats attitrés à chaque entrepôt, nourris à même les restes de poissons du quai, et dont maître Winrich note, dans un petit carnet distinct, qu'il ne montre jamais au conseil, jugeant le sujet trop mineur pour mériter l'attention de ces messieurs, les mérites comparés d'un entrepôt à l'autre. Il faut également mentionner la règle dite de la contribution commune, applicable lorsqu'un navire, pris dans une tempête, doit jeter une partie de sa cargaison par-dessus bord pour sauver le reste et l'équipage. Dans ce cas, la perte n'est pas supportée par le seul propriétaire de la marchandise sacrifiée, mais répartie entre tous les marchands dont les biens se trouvaient à bord, au prorata de la valeur de leur propre cargaison sauvée. Calcul dont l'établissement, une fois le navire à quai, revient à maître Winrich lui-même, en présence des échevins et de tous les marchands concernés, exercice qu'il n'a eu, en 17 ans, à conduire que 4 fois, mais dont il conserve chaque fois un souvenir précis. Car c'est bien la seule occasion, dans ce métier, où mon registre décide directement de ce que chaque homme devra payer à un autre, et je n'aborde jamais ce calcul sans une gravité particulière. Le gardien de nuit des entrepôts. Ensuite, un ancien matelot qui a renoncé à la mer après une jambe mal ressoudée, fait sa ronde toutes les heures entre le coucher et le lever du soleil, muni d'une lanterne à volets et d'un petit sifflet dont il use, dit-il, moins pour effrayer un voleur que pour signaler au chat que je passe,
sans quoi il sursaute et renverse parfois plus qu'un rat n'aurait jamais dérangé. Il consigne chaque soir, dans un carnet que maître Winrich recopie chaque matin dans son propre registre, l'état des portes et des serrures de chacun des 7 entrepôts, non que je doute de sa parole, précise maître Winrich comme toujours en pareil cas, mais un fait, pour être tout à fait vrai, mérite d'être écrit 2 fois. Une fois par mois, maître Winrich procède à ce qu'il appelle le grand recoupement, opération durant laquelle il compare, entrepôt par entrepôt, le nombre de lots effectivement présents avec ceux consignés comme en stock dans son registre, recoupement rendu nécessaire par le fait que les marchandises entrent et sortent des entrepôts à un rythme parfois plus rapide que celui auquel il peut lui-même, en toute humilité, tenir sa plume à jour, un fait, précise-t-il, qui n'a rien de honteux en soi, tant qu'on prend soin, chaque mois, de refermer l'écart avant qu'il ne devienne une habitude. Le comptoir, à présent, cette maison commune où se réunissent les marchands de la ville et ceux, de passage, appartenant au même réseau de villes hanséatiques, mérite qu'on s'y attarde, tant son fonctionnement recoupe, à bien des égards, celui du port lui-même. Chaque marchand étranger de passage doit y déclarer son séjour, la durée prévue de celui-ci, et l'entrepôt où sera stockée sa marchandise, déclaration transmise aussitôt à maître Winrich par le régisseur du comptoir. Un homme affable avec qui il entretient depuis des années une correspondance quotidienne d'une précision presque maniaque, chacun recoupant ses propres chiffres avec ceux de l'autre chaque soir avant de fermer boutique. Il faut, à ce stade, aborder le droit d'étape, disposition juridique complexe mais dont l'importance pour la bonne marche du port échappe rarement à quiconque y travaille. Certaines marchandises, en vertu de privilèges accordés à la ville par des chartes anciennes, ne peuvent être revendues à un marchand tiers qu'après avoir été proposées, en priorité et pendant un délai fixe, aux marchands de la ville elle-même, disposition que maître Winrich doit vérifier pour chaque cargaison concernée. Notant dans son registre la date exacte de mise en vente et calculant, jour après jour, l'échéance du délai, calcul qui, précise-t-il, ne tolère aucune approximation, un jour de retard ou d'avance suffisant à faire d'une vente parfaitement légale une vente parfaitement contestable devant le Conseil. Le règlement des taxes, chaque vendredi, constitue l'un des moments les plus surveillés de la semaine par maître Winrich, qui assiste en personne, assis à une table dressée près de la balance, un coffre de fer devant lui, un clerc à sa gauche pour appeler les navires dans l'ordre du registre, et un second clerc à sa droite pour cocher chaque paiement effectué, double vérification qui, en 17 ans, n'a laissé place qu'à de très rares contestations, la plus fréquente concernant invariablement l'estimation de valeur d'une cargaison mixte, un patron de navire ayant toujours, remarque-t-il avec une lassitude presque affectueuse, un motif tout trouvé pour estimer sa propre marchandise un peu plus bas que ne le ferait un œil extérieur. Il faut mentionner également le grand livre des taux de change, distinct du registre principal, que maître Winrich tient à jour en fonction des monnaies diverses apportées par les marchands des différentes villes du réseau, chacune ayant cours légal dans sa ville d'origine mais nécessitant, ici, une conversion précise vers la monnaie locale, conversion dont le taux, révisé chaque saison selon les informations rapportées par les patrons de navires eux-mêmes, fait l'objet d'une note en tête de chaque page du registre principal, pour que quiconque, dans 10 ans, reprenne ce compte, sache exactement dans quelle monnaie il doit le lire. Une dispute mérite d'être rapportée ici, non pour son intérêt dramatique, qu'elle n'a strictement aucun, mais précisément parce qu'elle illustre bien l'esprit du port tout entier. Un différend, voici 3 ans, entre 2 marchands au sujet du poids exact d'une livre telle qu'utilisée dans leur ville d'origine respective, l'une légèrement plus lourde que l'autre selon un écart hérité de traditions locales distinctes, écart qui, appliqué à une cargaison entière de cire, représente une différence non négligeable de valeur. L'affaire, portée devant maître Winrich, s'est résolue non par un jugement tranché mais par une pesée comparative des 2 étalons apportés par chacun des marchands, en présence de 2 échevins, révélant un écart réel mais minime, aussitôt consigné dans le grand livre des taux aux côtés de celui des monnaies, sous une note que maître Winrich relit parfois, dit-il, avec la satisfaction tranquille d'un différend résolu par la seule vertu d'une balance bien réglée, sans qu'un mot plus haut que l'autre n'ait été nécessaire. Le calendrier de la ville, ensuite, sujet dont l'importance pour la bonne marche du port échappe souvent aux profanes mais que maître Winrich tient, avec raison, pour l'un des plus déterminants de tous. Car on ne pèse pas les dimanches,
cela va de soi, mais on ne pèse pas non plus les jours de grandes fêtes, dont la liste, fixée chaque année par le Conseil en accord avec le clergé la ville, laisse peu de marge d'interprétation, à quoi s'ajoute, propre à un port de cette nature, la fermeture complète durant les semaines où la glace referme la baie, période dont la date de début et de fin varie considérablement d'une année à l'autre et que maître Winrich note, avec un luxe de précision qui dépasse de loin ce qu'exigerait la simple prudence comptable, dans un registre distinct qu'il tient depuis 17 ans et qui lui permet, dit-il, de prédire, à quelques jours près, le moment où je devrais ressortir mes gants les plus épais pour tenir ma plume sans trembler. Durant les semaines où la glace referme la baie, le port ne reçoit plus aucun navire mais le travail de maître Winrich, loin de s'interrompre, change simplement de nature. C'est le moment qu'il réserve chaque année à la révision complète de son grand registre, recopiant à l'encre fraîche les pages les plus usées, corrigeant les erreurs qu'il a lui-même relevées au fil de la saison passée, et consacrant plusieurs journées entières à l'entretien de la balance elle-même, dont chaque pièce est démontée, graissée puis remontée par le forgeron du port sous son propre regard, car un fléau qui grince, même imperceptiblement, finit toujours par pencher un peu plus d'un côté que de l'autre, et le printemps venu, on n'a pas le temps de s'en apercevoir avant le premier navire. C'est également durant ces semaines qu'il forme le plus intensément son apprenti, les journées d'hiver, sans navire à surveiller ni marchand à recevoir, se prétend mieux, dit-il, à l'enseignement patient qu'aux heures de pleine saison où l'on n'a même pas le loisir de finir une phrase. Les apprentis clercs, à présent, sujet que maître Winrich traite avec un son particulier, leur engagement étant, comme celui des tailleurs de pierre d'un chantier de cathédrale ou des novices d'une abbaye fromagère, l'un des rares contrats du port à devoir être scellé devant le conseil. Chaque contrat fixe la durée de l'apprentissage, généralement 4 ans, les obligations de maître Winrich envers l'apprenti le former, le loger en partie, lui enseigner la tenue des registres sans rien lui cacher qui soit utile à sa pratique, et celle de l'apprenti envers lui, dont la principale est de ne servir aucun marchand en particulier durant la durée convenue, disposition destinée à garantir, précise le contrat, l'impartialité de la pesée publique, sur laquelle repose toute la confiance que les autres villes accordent à ce port. Il faut mentionner, à ce stade, la confrérie des portefaix du quai, association distincte de la ville elle-même, à laquelle chaque portefaix verse une cotisation hebdomadaire modique, destinée à financer un fonds de secours mutuel. En cas de blessure au dos ou aux jambes, mal fréquent dans ce métier de charge portée à l'épaule, un membre affilié perçoit, sur ce fonds, une allocation hebdomadaire pendant une durée maximale de 2 mois, disposition que maître Winrich, sans en avoir la charge, est directe, consigne néanmoins dans une colonne annexe de son propre registre, par souci de vue d'ensemble sur la situation matérielle des hommes du quai, précise-t-il, formule dans laquelle certains, au fil des ans, ont cru déceler une sollicitude que sa manière habituellement sèche ne laisse pourtant jamais transparaître autrement. Aux heures de la plus forte affluence, à la fin de l'été surtout quand 5 ou 6 cogs se pressent parfois en même temps devant le quai, une file de marchands impatients s'allonge devant la balance, chacun pressé de voir sa cargaison peser avant celle du voisin. Situation que maître Winrich gère selon un principe qu'il n'a jamais consenti à modifier malgré les récriminations répétées. L'ordre d'arrivée du navire au port, tel que consigné par la capitainerie, et rien d'autre, ni la qualité du marchand, ni l'urgence qu'il prétend avoir, ni même, une fois, un présent de vin qu'on m'a proposé pour avancer un tour, présent que j'ai refusé aussi poliment que fermement, comme le veut l'honneur de cette balance. Cette intransigeance tranquille, connue de tous les marchands du comptoir, a fini, avec les années, par ne plus même susciter de protestation, chacun sachant d'avance qu'il n'obtiendra rien d'autre qu'un tour respecté à la lettre. Le forgeron du port, de son côté, entretient la balance elle-même et les poétalons qui l'accompagnent, rangés dans un coffret fermé à double serrure dont maître Winrich et le premier échevin détiennent chacun une clé, disposition qui interdit à quiconque, y compris à maître Winrich lui-même, de manipuler seuls les étalons officiels, précaution que celui-ci approuve pleinement, disant volontiers qu'un homme seul, même honnête, reste un homme seul, et qu'un compte public mérite mieux qu'une seule Père Dieu pour le garantir. Il faut dire un mot également du contrat qui lie la ville au tonnelier chargé de fournir les tonneaux vides destinés aux harengs, contrat renouvelé chaque printemps avant l'ouverture de la saison de pêche,
et dont les termes précisent non seulement le nombre de tonneaux à livrer mais aussi, avec un détail que maître Winrich apprécie particulièrement, l'essence de bois autorisée pour chacune des douves. Le chêne étant seul admis pour garantir l'étanchéité requise sur une aussi longue conservation, un tonneau de sapin, aussi bien fait soit-il, laisse toujours filtrer, à la longue, une odeur de résine que le hareng n'a jamais demandée. Chaque livraison de tonneaux vides est comptée à l'entrée comme n'importe quelle marchandise, puis recomptée à la sortie une fois remplie, différence qui doit correspondre exactement, faute de quoi maître Winrich convoque le tonnelier responsable pour une explication qu'il consigne, quelle qu'elle soit, dans une colonne réservée à cet effet. Le maire de la ville et les échevins, quant à eux, visitent la balance et les entrepôts 2 ou 3 fois l'an. Visite que maître Winrich prépare avec un soin qui le prive, chaque fois, d'une bonne partie de son sommeil la nuit précédente, non par crainte d'un reproche, sachant son registre en ordre, mais par la satisfaction, tout simplement, de voir des hommes de la ville elle-même s'arrêter un instant devant un travail que le reste de l'année personne ne songe à remarquer, occupés qu'ils sont par de plus hautes affaires. Ces visites s'accompagnent invariablement d'une question rituelle du maire sur le total de la saison en cours, comparée à celle de l'année précédente, question à laquelle maître Winrich répond toujours de mémoire, avant de proposer, par acquis de conscience, de vérifier le chiffre exact dans son registre, proposition que le maire décline chaque fois. Sa mémoire, dit-il en riant, valant largement la peine que je perde à rouvrir un livre. Il faut aussi mentionner les échanges que le port entretient avec 2 ou 3 villes voisines du même réseau, échanges qui prennent la forme, 1 ou 2 fois l'an, d'une correspondance suivie entre peseurs jurés, occasion pour maître Winrich de comparer méthode et barème avec ses homologues, dans un esprit qu'il décrit lui-même comme plus proche de la confraternité que de la rivalité, bien qu'un petit fond de fierté personnelle s'y mêle toujours un peu, je ne le nierai pas. C'est au cours d'un de ces échanges, voici 5 ans, qu'il a adopté le système des colonnes distinctes pour le sel et pour le grain, jusque-là confondus dans une seule et même colonne, changement qui y a permis, dit-il, de voir enfin clairement ce que je devinais depuis des années sans pouvoir le prouver. Une fois par an, à la Saint-Michel, le port ferme la balance pour l'inventaire annuel, opération qui occupe maître Winrich et ses 2 clercs pendant 4 jours pleins. Chaque entrepôt est recensé, chaque lot restant comparé colonne par colonne au chiffre de l'année précédente, écart par écart, jusqu'à ce que le total corresponde, à la livre près, à ce qu'il devrait être compte tenu des entrées, des sorties et des pertes justifiées. Cette opération, que la plupart des clercs du port redoutent pour son ennui, constitue au contraire, de l'aveu même de maître Winrich, les 4 plus beaux jours de mon année, moment où, dit-il, tout, enfin, retombe juste, comme une cargaison parfaitement arrimée. Il faut, avant de poursuivre, dire un mot de l'Assemblée générale des villes du réseau, qui se réunit tous les 3 ou 4 ans dans l'une ou l'autre des cités membres pour arrêter, entre autres résolutions d'importance bien supérieure à celles qui occupent maître Winrich, quelques ajustements aux usages communs de pesée et de taxation. La dernière assemblée en date, à laquelle le premier échevin de la ville s'est rendu en personne accompagné d'un clerc chargé de rapporter fidèlement les débats, a arrêté une résolution précisant, sur près d'une demi-page, la manière exacte dont doit être mesuré le vide d'un tonneau de vin, question sur laquelle 2 villes du réseau s'opposaient depuis des années selon des méthodes légèrement différentes. Maître Winrich, en recopiant cette résolution dans son propre registre à son arrivée, n'a pu s'empêcher de noter en marge, dans un mouvement d'humeur qu'il regrette un peu depuis, qu'il aura donc fallu réunir des délégués de 20 villes et plusieurs jours de débat pour trancher une question qu'une baguette graduée résout, chez moi, en un instant. Chaque marchand, enfin, dispose d'un droit de contestation s'il estime la pesée ou la taxation erronée. Il lui suffit de déposer une plainte écrite, ou dicter à un clerc s'il ne sait pas écrire, dans un coffret prévu à cet effet près de la balance. Plainte que maître Winrich examine chaque samedi matin avant le règlement des taxes, en présence, si nécessaire, d'un échevin appelé à trancher en dernier ressort. En 17 ans, ce coffret n'a reçu, en moyenne, qu'une poignée de plaintes par saison, dont la plupart, note maître Winrich avec une certaine fierté contenue, se révèle, une fois le registre ressorti, provenir non d'une erreur de ma balance, mais d'une erreur de mémoire du marchand lui-même sur ce qu'il pensait avoir apporté. Tous les 2 ou 3 ans, le port reçoit également la visite d'une délégation du Conseil général de la Ligue, réunissant des représentants de plusieurs villes du réseau,
venu vérifier que les registres locaux respectent bien les usages communs adoptés d'un comptoir à l'autre, visite qui ne l'inquiète jamais outre mesure, tant il sait ses colonnes en ordre. Mais qu'il prive, chaque fois, de sommeil la nuit précédente, non par crainte d'un blâme, mais par l'excitation, tout simplement, de voir enfin des hommes venus d'aussi loin apprécier à sa juste valeur la beauté d'une colonne bien tenue. Confidence qui n'a faite qu'une fois, à mi-voix, à son apprenti, qui n'a, dit-on, pas très bien su quoi lui répondre. Il faut aussi consigner, avec la même honnêteté que le reste, les pertes. Certaines saisons, malgré tout le soin apporté, une cargaison entière se révèle, à l'ouverture, moins conforme qu'annoncée à rang insuffisamment salé, cire mêlée d'impuretés, grain déjà échauffé par un transport trop long. Autant de cas que maître Winrich consigne dans une colonne à part de son registre, intitulée sobrement non conforme au déclaré, avec, chaque fois, une brève note sur la cause probable, car il tient à ce que chaque écart serve au moins à quelque chose, ne fût-ce qu'à m'apprendre, une fois de plus, quel patron de navire mérite qu'on regarde sa cargaison d'un œil un peu plus attentif la fois suivante. Ces cas, rares mais jamais tout à fait absents d'une saison à l'autre, font l'objet d'une notification écrite aux marchands concernés, geste que maître Winrich accomplit toujours avec la même formule sobre, sans reproche inutile, la constatation d'un fait se suffisant amplement à elle-même. Il faut, avant de terminer, dire un mot du successeur. La nuit, à présent, est tout à fait tombée sur le port. Les entrepôts sont fermés, les coques amarrées se balancent doucement contre le quai, et la balance publique, sous son petit toit de bardeaux, repose vide jusqu'au lendemain, ses deux plateaux immobiles dans l'obscurité, en équilibre parfait, comme ils le sont chaque soir depuis 17 ans quand la dernière pesée du jour a été consignée. Dans sa petite maison près de l'hôtel de ville, maître Winrich referme son registre pour la journée, souffle sa chandelle, et pense, avant de s'endormir, à la journée du lendemain, qui commencera, comme toujours, par le même tour des entrepôts, le même contrôle des navires annoncés, la même colonne à reporter, et qui se terminera, comme toujours, par le même compte du soir, ligne après ligne, jusqu'à ce nombre tranquille qui ne bougera plus. Voilà, c'était la vie d'un peseur juré, dans un port hanséatique, au milieu du XIVe siècle. Il ne s'est rien passé, comme promis. Aucun naufrage, aucune aventure, aucun rebondissement n'est venu troubler votre descente vers le sommeil. C'est le luxe que nous offraient ces existences. La preuve qu'une vie entière peut tenir dans une colonne de chiffres, recommencer chaque semaine, et qu'on peut poser sa tête, chaque soir, sur un compte parfaitement juste, comme sur un tonneau bien arrimé. Le port est silencieux, maintenant. Les cogs attendent, sous leur cordage tendu, que revienne le jour, sans que personne, ce soir, n'ait besoin de savoir combien de temps encore il faudra attendre. Respirez lentement, une fois, deux fois, dormez comme un tonneau bien scellé, posé pour toujours dans son entrepôt. Bonne nuit. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.